The negative impact of population growth is becoming appallingly evident. Heirs to an oil fortune join the divestment drive. In a highly symbolic gesture, the Rockefeller family will sell off its assets linked to fossil fuel companies. A slump in global oil prices has Saudi Arabia rethinking its near-total dependence on oil revenue. We should be focusing on it, and we should be curbing our appetite for carbon-intensive products and services. But the problem is it's got a lot of room for debate. Obviously, the Rockefellers are making this move as an environmental one, but also from an investment standpoint, this also makes plenty of business sense. You can't simply carry on business the way you're doing it now. There is a price to carbon in their future. What do you see as the biggest challenges in conservation? The growing human population. À l'aube du XXe siècle, un nouvel ordre international émergeait, un ordre fondé sur le pétrole. Et à la fin du XXe siècle, cet ordre était fermement établi. Le chauffage, le transport, l'énergie industrielle, fabrication de plastique, produits pharmaceutiques. Il n'y a pas une facette de la vie moderne qui ne soit pas, d'une manière ou d'une autre, dépendante du pétrole. Mais les dirigeants de cette oligarchie pétrolière, les Rockefeller à la Standard Oil, les rois britanniques à BP, les rois néerlandais et les Rothschild à Royal Dutch Shell, ne se sont pas contentés d'une simple domination financière. Le pouvoir que leur conférait leur monopole quasi total sur la matière première la plus importante au monde était énorme, et ils n'avaient aucun scrupule à utiliser ce pouvoir pour refaire le monde à leur image. Comme nous l'avons vu dans Comment les grands pétroliers ont conquis le monde, l'impact des oligarques du pétrole a été époustouflant. Du système éducatif à la profession médicale, de la révolution verte à la révolution génétique, de la guerre mondiale à la guerre du Golfe, l'argent du pétrole a été utilisé pour façonner chaque aspect du monde dans lequel nous vivons. Avec l'essor du pétrodollar dans les années 1970, le système monétaire international lui-même repose sur le pétrole. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, il semble que l'ordre ancien, l'ordre du pétrole, touche enfin à sa fin. We begin looking at a new milestone in the growing campaign for divestment from the gas, oil, and coal companies that are fueling climate change. May Boovy, executive director of 350.org, made the announcement just before our broadcast today. Today we're announcing that as of today, total divestment commitments have passed the $3.4 trillion mark. That's $3.4 trillion of assets under management, now fossil-free. In the oil and gas sector, we recognize the contribution of our activities and products to greenhouse gas emissions, which is why the OGCI was set up. What began as a movement on US college campuses has reached the skyscrapers of high finance. Globally, nearly 200 institutions and thousands of individuals have moved a total of $50 billion in assets away from fossil fuels. If we take our money, put it into renewables like solar panels, the world could be such a better place. Les masses, ayant identifié les oligarques du pétrole et leur emprise destructrice sur la planète, voient Big Oil décliner et ont commencé à célébrer. Pour elles, la promesse d'un avenir post-carbone représente la fin de l'oligarchie du pétrole. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, cependant, c'est que l'ordre pétrolier n'a jamais porté sur le pétrole. Les oligarques du pétrole ne se souciaient pas du pétrole, mais du contrôle. Et ayant depuis longtemps dépassé leur dépendance financière à l'égard de la matière première qui leur a apporté leur pouvoir et leur richesse, ils sont à l'avant-garde de cette poussée vers l'ère post-carbone. Aujourd'hui, les oligarques du pétrole cherchent à instaurer un nouvel ordre international. Un ordre dans lequel leur contrôle est consolidé, leur plan complet, leur pouvoir incontestable. Un ordre dans lequel chaque aspect de la vie humaine, de l'énergie à l'argent en passant par le génome lui-même, est précisément ordonné et technologiquement contrôlé. Voici l'histoire de ce que les oligarques du pétrole désirent vraiment et de la manière dont ils comptent y parvenir. Première partie. La montée de l'eugénisme. Dhaka, 1963. C'est un jour comme les autres à Dhaka. Les rues sont bondées, sales, sordides, malodorantes et absolument grouillantes de monde. Allongés dans les rues, lovés dans les caniveaux,
Au milieu de ce fourmillement de personnes se glisse une figure des plus improbables. Vêtu de son costume tout sec et serrant sa mallette contre lui, il se distingue de la foule. Observant la scène, il secoue légèrement la tête avant de remarquer, à moitié pour lui-même et à moitié pour son compagnon de voyage, « Eh bien, c'est le problème, n'est-ce pas ?» C'est une scène qui s'est répétée de nombreuses fois. Un touriste occidental dépassé par la foule agitée du sous-continent indien. Mais il ne s'agit pas d'un simple touriste qui passe ses vacances. Il s'agit de John D. Rockefeller III, petit-fils du baron du pétrole, John D. Rockefeller. Et armé de la richesse, du pouvoir et de l'influence inimaginable que lui confère son nom de famille, il est en mission pour résoudre le problème de la surpopulation. Rockefeller a abordé cette mission en tant que représentant du Population Council, un groupe qu'il avait lui-même fondé en 1952 pour s'attaquer aux problèmes à Dhaka et ailleurs. En apparence, le Population Council était une organisation simple dont la tâche était simple, soutenir la recherche médicale et scientifique sur la question de la croissance de la population humaine. Mais l'histoire sombre du Council et sa philosophie directrice révèlent le véritable intérêt de Rockefeller pour ce problème et sa solution ultime. John D. Rockefeller III, ou JDR3, comme l'appelait la constellation de chercheurs, d'hommes d'affaires, de politiciens, de diplomates et de membres de la famille royale dans l'orbite de la famille Rockefeller, avait décidé très tôt comment faire bon usage de l'argent et du pouvoir formidable dont il disposait, en contrôlant la population de la planète. En 1934, JDR3, alors âgé de 28 ans, avait écrit une lettre à son père, John D. Rockefeller Jr., au sujet des recherches de la Fondation Rockefeller sur le contrôle des naissances et les questions connexes, déclarant « Je suis arrivé de manière assez définitive à la conclusion que c'est le domaine dans lequel je serais intéressé, pour le moment du moins, à concentrer mes propres dons. » JDR3 n'était rien d'autre qu'un homme de parole. Après avoir chargé une mission d'enquête dans la Fondation Rockefeller de se rendre en Asie pour rendre compte de la menace que représentait l'accroissement de la population du tiers-monde, il a organisé une conférence réunissant les meilleurs chercheurs en médecine et en démographie de l'époque pour discuter, comme le titre même de la réunion l'indiquait, des problèmes de population. De cette réunion est née l'idée d'une organisation, le Population Council, pour guider le développement du domaine naissant de la recherche sur la population et la fertilité. JDR3 a personnellement fait un don de 1,35 million de dollars de son propre argent pour fonder le Council et assurer les premières dépenses de fonctionnement. Comme son père et son grand-père avant lui, Rockefeller avait appris à utiliser la philanthropie et les largesses comme un masque pour sa véritable intention, le contrôle. Mais ce masque est tombé lorsqu'il a rédigé une ébauche de la charte du Council, révélant le véritable objectif de l'organisation. Le Council, selon JDR3, aurait pour mission de promouvoir la recherche et d'appliquer les connaissances existantes pour aider à développer des changements dans les attitudes, les habitudes et les pressions environnementales qui affectent la vie des êtres humains, de sorte que dans chaque groupe social et économique, les parents qui sont au-dessus de la moyenne en matière d'intelligence, de qualité de la personnalité et d'affection auront tendance à avoir des familles plus nombreuses que la moyenne. Thomas Paran, l'ancien chirurgien général des États-Unis et cofondateur du Council, a mis en garde contre l'inclusion d'un aveu aussi brutal dans l'énoncé de mission du Council. Des questions telles que les suivantes se posent, a-t-il averti. Qui doit déterminer les parents qui sont au-dessus de la moyenne en matière d'affection? De même, qui déciderait des personnes ayant une personnalité supérieure à la moyenne? Franchement, les implications de ces propos, même si je sais qu'ils étaient destinés à avoir une implication eugénique, pourraient facilement être interprétées comme une philosophie nazie de la race maîtresse. J'ai donc remanié ce paragraphe. La ligne a été supprimée de la version finale de la charte. En vérité, cependant, cette phrase n'avait pas été écrite par JDR3 lui-même. Elle avait été copiée mot à mot de la 4e de couverture d'Eugenical News, la principale publication d'un mouvement eugéniste américain. Ce n'était pas un simple accident. Frederick Osborne, l'un des cofondateurs du Population Council et son premier président après le départ de Rockefeller en 1957, était également le président de l'American Eugenics Society. Lors de la création du Population Council, Osborne et l'American Eugenics Society qu'il dirigeait ont officiellement transféré leurs activités dans les bureaux du Council à New York, la société eugénique étant désormais financée directement par la subvention du Population Council de Rockefeller. Le Population Council était la société d'eugénisme sous un autre nom. L'eugénisme. C'était la vision directrice de JDR3 et de la philanthropie de la famille Rockefeller. Une vision qui représentait les Rockefeller et leurs collègues pétroliers comme des familles supérieures, aptes, de par leur richesse et leur succès, à guider le cours des événements mondiaux. Le pouvoir de déterminer qui était apte à se reproduire et qui était trop pauvre pour transmettre ses gènes. L'eugénisme est essentiellement un mouvement de l'élite
visant à éradiquer ce qu'elles considèrent comme les classes inférieures, c'est-à-dire les classes sociales inférieures, les classes raciales, les classes ethniques. Plus ou moins tous ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs normes. Et après avoir éradiqué ces classes, leur but est de se créer génétiquement un niveau si élevé que la population restante qu'ils autorisent à exister en dessous d'eux n'aura jamais le pouvoir de les renverser. Essentiellement, la fin de l'histoire. Le terme lui-même a été inventé par Galton et signifie essentiellement « bien-né ». L'idée est une sorte de mélange d'un tas d'idées qui circulaient autour des années 1850. Si l'on remonte à Mendel, par exemple, ce dernier étudiait les caractéristiques héréditaires des plans de poids et il a pu déterminer que certaines caractéristiques étaient transmises et que ces choses pouvaient être déterminées et essentiellement prédites. Et presque au même moment, vous avez Spencer, qui parlait de la survie du plus apte, avec le même genre d'idées, le même fil conducteur. Il existe des caractéristiques génétiques qui rendent une espèce, une plante ou un animal plus apte qu'un autre et plus capable de survivre. Et puis, bien sûr, il y avait Darwin. L'ouvrage de Darwin de l'époque, L'origine des espèces, cartographie en quelque sorte le processus par lequel le matériel génétique est transmis et, vous savez, l'évolution résulte de ce processus. Galton a donc repris toutes ces idées. Et il était connu pour observer et identifier des modèles. Et ce qu'il a fait essentiellement, c'est qu'il a commencé à avoir l'idée qu'en étudiant les caractéristiques humaines, il pouvait, s'il le voulait, créer des êtres humains supérieurs. Obsédés par la reproduction de l'hérédité familiale, les eugénistes pensaient que ce n'étaient pas seulement les caractéristiques physiques comme le poids ou la taille qui étaient déterminées par la lignée familiale, mais aussi les caractéristiques sociales, comme l'intelligence ou la conscience, voire la criminalité. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous venez d'une lignée pauvre. Si vous êtes criminel, c'est parce que votre lignée familiale l'est. Et si vous êtes un Rockefeller, un Rothschild ou un roi, vous êtes riche et vous avez réussi parce que votre famille était destinée à la fortune et au succès. Les apparats pseudo-scientifiques de la philosophie eugénique du XIXe siècle étaient peut-être nouveaux, mais en fait, cette idée est aussi vieille que la civilisation humaine elle-même. On a toujours enseigné aux gens de croire que leurs dirigeants sont spéciaux, qu'ils forment une classe à part, qu'ils sont membres d'une famille spéciale choisie pour régner sur les masses, qu'il s'agisse de descendants littéraux des dieux, comme les pharaons d'Égypte ou les empereurs du Japon, ou de membres de familles spécialement choisis par Dieu pour régner sur leur royaume, comme les monarques d'Europe. Le droit de régner sur les autres se transmettait par les arbres généalogiques. Les roturiers, quant à eux, connaissaient leur place. N'étant pas nés de sang royal, ils entraient dans le monde en tant que serfs, travaillant la terre au profit de la classe noble, et, s'ils avaient de la chance, avaient leurs propres enfants pour répéter le cycle pour une autre génération. Mais l'effondrement du féodalisme médiéval a donné naissance à une classe marchande nouvellement riche. Le développement de la méthode scientifique a remis en question des siècles de dogmes religieux. La diffusion de la philosophie des Lumières a entraîné le renversement des monarques et l'essor de la démocratie. Et la révolution industrielle a ouvert la voie à l'ascension des barons voleurs et à la création de nouvelles grandes fortunes familiales. À la fin du XIXe siècle, alors que les oligarques du pétrole en Amérique et en Europe commençaient à consolider leurs richesses, une nouvelle justification de la domination de la société par les élites était nécessaire. Une justification qui écarte les appels dépassés à l'ordre surnaturel et semble reposer sur un socle scientifique. Une idée qui pourrait expliquer comment les nouveaux riches, comme les Rockefeller et les Rothschild, se sont hissés à des postes de premier plan dans la société, aux côtés des anciennes dynasties royales d'Europe. L'eugénisme correspondait parfaitement à cette idée. La réponse était dans leur gènes. Eh bien, je pense que cette idée eugénique, qui découle de la survie du plus apte, donne presque une excuse scientifique à certaines des actions les plus inhumaines et les plus horribles qui aient jamais été entreprises par l'humanité et qui se sont ensuite manifestées. L'idée de contrôler les gens en contrôlant la reproduction, la capacité de reproduction, l'accès aux partenaires et d'autres choses de ce genre est vieille de plusieurs milliers d'années.
L'eugénisme s'est imposé à la fin des années 1800, avec des gens comme les Darwin, les Wedgwood et les Huxley. Plus précisément, Thomas H. Huxley, connu comme le bulldog de Darwin. Ces idées d'eugénisme ont donc pris un nouvel essor à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elles ont été adoptées par les mêmes familles que les barons voleurs, financées par le réseau bancaire Rothschild, ainsi que par la société fabienne socialiste, qui comptait beaucoup des mêmes personnes que celles qui étaient haut placées dans l'Empire britannique. Ainsi, il a refait surface dans les années 1920 et 1930, dans le cadre de campagnes de stérilisation forcée, ou si l'on pensait que vous aviez un faible QI ou que vous souffriez d'une maladie congénitale susceptible d'être transmise, vous n'aviez pas le droit de vous marier et d'avoir des enfants. L'eugénisme, bien sûr, était une pseudo-science. Lorsque Galton et ses compagnons de route ont commencé à développer la théorie, il a fallu attendre près de 100 ans pour identifier le mécanisme réel de l'hérédité, y compris les gènes et l'ADN. Au lieu de cela, ils utilisaient des termes fourre-tout, sans définition, comme faible d'esprit, pour diagnostiquer la pauvreté ou la criminalité, en affirmant qu'elle était causée par un plasma germinatif défectueux. Ils utilisaient la phrénologie pour tenter de déterminer l'expression physique de l'alcoolisme ou de la faible intelligence. Même les travaux les plus célèbres de l'ère eugéniste, comme l'étude de Henry Goddard sur la famille Kallikak, ont été largement discrédités et même répudiés par leurs auteurs. Donc c'est 100% pseudo-scientifique. Les caractéristiques qu'ils recherchent sont absolument arbitraires. Quelque chose comme la faiblesse d'esprit est quelque chose qui non seulement n'est pas scientifique, mais qui peut essentiellement être décrit de n'importe quelle manière par la personne qui l'observe. Donc, faible d'esprit peut signifier que tu bégaies, donc tu es faible d'esprit, ou que tu es timide, donc tu es faible d'esprit. Peut-être qu'il n'aime pas ta façon d'agir, alors tu es un faible d'esprit. Mais l'idée était contagieuse. Comme toutes les pseudo-sciences les plus séduisantes, elle expliquait tant de choses avec si peu d'efforts. Elle faisait appel à la vanité des chercheurs, généralement issus de familles prospères et riches. Et elle donnait une excuse pour l'ingénierie sociale à une échelle jamais imaginée auparavant. Lorsque l'eugénisme a traversé l'Atlantique, se propageant de la campagne britannique raréfiée de Galton et de ses cohortes aux rivages rocheux de l'Amérique, il a frappé de jeunes chercheurs ambitieux comme Charles Davenport avec la force d'un ouragan. Zoologiste formé à Harvard et ayant grandi dans une famille stricte et puritaine de congrégationalistes de Nouvelle-Angleterre, le père autoritaire de Davenport était obsédé par la généalogie, remontant l'arbre généalogique jusqu'à ses ancêtres anglo-saxons en 1086. Lorsque le jeune Davenport a découvert les écrits de Galton alors qu'il travaillait dans un laboratoire biologique de Long Island, il a trouvé son but dans la vie. Comme il le déclara plus tard à l'American Breeders Association, qui devint un allié important dans sa cause eugéniste. La société doit se protéger, de même qu'elle revendique le droit de priver le meurtrier de sa vie, de même elle peut anéantir le hideux serpent de protoplasme désespérément vicieux. Avec la ferveur prosélyte d'un converti à la religion, Davenport a concocté une idée ambitieuse pour faire avancer la cause eugénique. La création d'un bureau d'enregistrement eugénique pour enregistrer les antécédents génétiques de chaque homme, femme et enfant en Amérique, et éventuellement dans le monde, de sorte que chaque personne puisse être classée par sa lignée familiale et se voir attribuer une cote génétique. Une fois cette opération terminée, les personnes ayant la valeur eugénique la plus faible pourraient être éliminées du patrimoine génétique. L'idée de l'eugénisme fait son chemin jusqu'en Amérique, atterrit sur les genoux de Charles Davenport, qui s'adresse à l'Institut Carnegie pour obtenir des fonds, et au Cold Spring Harbor Laboratory. Il crée essentiellement un institut pour étudier l'eugénisme, qui évolue finalement avec de l'argent de Harriman pour devenir l'Eugenic Record Office. Ainsi, entre cet institut initial créé à Cold Spring Harbor et l'Eugenic Record Office, qui s'y ajoute également, ce sont des millions et des millions de dollars de financement qui sont mis en avant pour enquêter et trouver le germoplasme inférieur, c'est ainsi qu'il est souvent décrit. La contribution initiale de la Fondation Rockefeller à l'Eugenics Record Office, qui s'élevait à seulement 21 650 $, était une petite somme, mais elle était assortie d'avantages évidents. Non seulement l'infrastructure institutionnelle et le personnel de la Fondation, ainsi que le prestige du nom Rockefeller lui-même, mais aussi la promesse d'un soutien accru au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Et comme toujours, les Rockefeller ont tenu parole. Des chercheurs de la fondation Rockefeller, comme William Welch, le directeur fondateur de l'Institut Rockefeller pour la recherche médicale, ont siégé au conseil d'administration de l'ERO et ont aidé à diriger ses activités. Les Rockefeller ont également fourni des fonds pour des recherches spécifiques, comme une subvention de $10,000 pour enquêter dans le comté de Nassau à New York sur les personnes inaptes à l'eugénisme. Ils ont également créé des organisations sœurs, comme le Bureau d'hygiène sociale, qui a fait profiter le laboratoire de Davenport de ses recherches et de ses chercheurs. John D. Rockefeller Jr. s'intéresse dès le début aux travaux de Davenport. Ils entretiennent une correspondance régulière sur un certain nombre de questions relatives à l'eugénisme. En janvier 1912, lorsqu'un projet d'institutionnalisation des femmes condamnées mentalement déficientes pour les empêcher d'avoir des enfants est lancé, le jeune héritier Rockefeller écrit à Davenport pour lui demander ce qu'il en pense. Junior, quant à lui, déclare « Ce plan me semble d'une importance capitale. Il indique un moyen scientifique d'échapper aux maux que nos tribunaux sont censés corriger, mais qui, en réalité, ne font qu'augmenter. » Après que Davenport ait répondu que le plan ne fonctionnerait que s'il incluait une sélection eugénique des condamnés, Junior a contribué à hauteur de $200,000 à la création d'un tel institut. L'Institut de criminologie de New York était administré par le Bureau d'hygiène sociale de Rockefeller et son personnel était composé d'employés formés à l'Eugenics Record Office. Alimenté par le soutien des riches et des puissants américains, le domaine de l'eugénisme passe du statut de hobby pittoresque de quelques scientifiques fous à celui de cause sociale de toute une génération. Économistes, politiciens, auteurs, activistes, dans les années 1920, tout le monde prône la nécessité d'éradiquer le germoplasme du bas peuple. Mary Stopes, la célèbre pionnière du planning familial, qui a fondé la première clinique britannique de contrôle des naissances au nord de Londres en 1921, s'insurgeait contre les hordes de déficients, appelant à la stérilisation obligatoire de ceux qu'elle jugeait inaptes à la parentalité. Tommy Douglas, aujourd'hui vénéré comme un héros au Canada pour son rôle dans la fondation du système de santé national, a présenté une thèse de maîtrise à l'université McMaster dans laquelle il préconisait que les sous-normaux, les défectueux et les crétins, comme ceux qui ont un faible QI ou des anomalies physiques, soient isolés dans une ferme d'État ou dans une colonie où les décisions pourraient être prises pour eux par un superviseur compétent, et demander au gouvernement de certifier l'aptitude mentale et physique pour empêcher les inaptes de se reproduire. John Maynard Keynes, l'économiste qui nous a donné l'école économique keynésienne, toujours populaire auprès des planificateurs centraux aujourd'hui, était lui-même président de la British Eugenic Society de 1937 à 1944. Alexander Graham Bell est toujours vénéré comme l'inventeur du téléphone, mais il était en fait un partisan de première heure de Charles Davenport et un membre fondateur du conseil d'administration scientifique de l'Eugenics Records Office. Il a ouvertement fait campagne pour l'éradication de la race des sourds en faisant intervenir les gouvernements pour empêcher les sourds de se marier. Le dramaturge et auteur George Bernard Shaw, lauréat du prix Nobel, a plaidé pour la création d'un panel gouvernemental qui exigerait que chacun justifie son existence devant lui. S'ils ne le font pas, Shaw pense que ces personnes devraient être tuées par l'État. Finalement, grâce au financement et à la promotion de fondations, cet état d'esprit eugéniste a filtré dans la culture populaire. L'American Eugenic Society sponsorise des concours de familles en meilleure santé dans les foires d'État, attribuant des prix aux familles qui obtiennent les meilleurs résultats aux tests de santé eugénique. La société a également organisé des concours pour récompenser les membres du clergé qui intégraient le message de l'eugénisme dans leurs sermons. L'eugénisme a même trouvé sa place sur le grand écran. Well, we thought it necessary to present your family's case to the state medical commission. And after an examination, they decided there was but one important action to take: to have your entire family sterilized. Why, what's that? I don't know what you're talking about. Well, we investigated your family's history, Alice. And those of the past 3 generations have been feeble-minded, congenital cripples, or habitual drunkards. Instead of improving, each generation is more of a problem. Now, in this state, we have a law which provides for such people to have an operation so there won't be any more children. I see. Mais la simple popularisation de leurs idées n'était pas le but des eugénistes. Ils voulaient de l'action. Et dans ce cas, cela signifiait des mesures concrètes visant à éliminer le germoplasme défectueux de la population humaine. Le meurtre, sanctionné par le gouvernement, des personnes jugées inaptes était toujours une option sur la table. Et ce ne sont pas seulement des dramaturges comme Bernard Shaw qui ont préconisé la mise en place de comités de la mort par le gouvernement. Les eugénistes de tous bords ont discuté et débattu de l'idée de tuer les dégénérés, comme moyen le plus rapide d'atteindre leurs objectifs.
Un respect erroné de ce que l'on croit être des lois divines et une croyance sentimentale dans le caractère sacré de la vie humaine tendent à empêcher à la fois l'élimination des nourrissons défectueux et la stérilisation des adultes qui ne sont eux-mêmes d'aucune valeur pour la communauté. Les lois de la nature exigent l'effacement des inaptes et la vie humaine n'a de valeur que lorsqu'elle est utile à la communauté ou à la race. Madison Grant, directeur de la Société américaine d'eugénisme, 1915. Mais les eugénistes classiques se rendent compte que cette approche n'est pas possible dans le climat politique et judiciaire de l'époque. Comme le note Henry Goddard dans sa tristement célèbre étude sur la famille Kallikak, pour l'idiot de bas étage, le malheureux répugnant que l'on peut voir dans nos institutions, certains ont proposé la chambre létale. Mais l'humanité s'éloigne régulièrement de la possibilité de cette méthode, et il n'y a aucune probabilité qu'elle soit jamais pratiquée. Au lieu de cela, ils devaient se tourner vers l'autre option, la solution la plus acceptable politiquement pour empêcher les indésirables de se reproduire, la stérilisation forcée. L'Indiana a adopté la première loi américaine sur la stérilisation eugénique en 1907, et en quelques années seulement, une douzaine d'États ont légalement stérilisé les personnes jugées inaptes contre leur gré. Mais cela ne suffit pas aux eugénistes. L'approche est trop dispersée. Seuls quelques milliers de stérilisations ont eu lieu en vertu de ces lois, et la propre loi de stérilisation forcée de l'Indiana a été annulée par la Cour suprême de l'État en 1921. Une fois de plus, Harry Loughlin, le bras droit de Davenport au bureau des archives eugéniques financé par Rockefeller, est intervenu pour résoudre le problème. Il rédige en 1922 un modèle de loi sur la stérilisation eugénique qui servira de base à la loi sur la stérilisation adoptée par la Virginie en 1924. Pour affronter les problèmes de front, les eugénistes décident de contester eux-mêmes la constitutionnalité de la loi et de porter le procès jusqu'à la Cour suprême. Tout ce qu'il leur fallait, c'était le bon cas type à présenter au procès. Et ils ont trouvé ce cas en Carrie Buck, une pupille de 18 ans de la colonie d'État de Virginie pour épileptiques et faibles d'esprit, qui n'était ni épileptique, ni faible d'esprit. But start back in the 1920s with Carrie Buck. So she's a young woman who is growing up in Charlottesville, Virginia, being raised by a single mother. Back then, there was a belief that it was better often to take poor children away from their parents and put them in middle-class homes. So she was put in a foster family that treated her very badly. She wasn't allowed to call the parents mother and father. She did a lot of housekeeping for them and was rented out to the neighbors. And then one summer, she was raped by the nephew of her foster mother. She becomes pregnant out of wedlock, and rather than help her with this pregnancy, they decide to get her declared epileptic and feeble-minded, though she was neither, and she shipped off to the colony for epileptics and feeble-minded outside of Lynchburg, Virginia. And what happened to her there? So she gets there at just the wrong time. Virginia has just passed an eugenic sterilization law, and they want to test it in the courts. So they seize on Carrie Buck as the perfect plaintiff in this lawsuit. So they decide to make her the first person in Virginia who will be eugenically sterilized, and suddenly she's in the middle of a case that's headed to the U.S. Supreme Court. L'affaire était une imposture, concoctée simplement pour obtenir l'approbation de la Cour suprême sur la question de la stérilisation forcée. L'avocat indépendant de Buck était, en fait, Irving Whitehead, l'un des directeurs fondateurs de la colonie qui faisait pression pour la stériliser, et l'homme qui a nommé le directeur qui faisait pression pour sa stérilisation. Buck elle-même n'était pas faible d'esprit, ni sa mère, ni sa fille, Viviane Buck, que Carrie a mise au monde à la suite d'un viol et qui a été déclarée faible d'esprit lorsqu'elle était bébé, car, comme l'a déclaré une assistante sociale au cours du procès, elle a une apparence qui n'est pas tout à fait normale. Mais je ne peux pas dire ce que c'est. Aucun de ces faits n'a importé à la Cour suprême. Présidée par l'ancien président et juge en chef William Howard Taft, la Cour vote à 8 contre 1 en faveur de la confirmation de la stérilisation forcée de Buck et de la constitutionnalité de la loi eugénique de stérilisation de Virginie elle-même. La décision a été rédigée par l'un des juges les plus célèbres et les plus vénérés de l'histoire de la Cour, Oliver Wendell Holmes Jr., lui-même eugéniste de la secte dite des Brahmanes de Boston, de l'establishment héréditaire de la côte Est. Dans sa décision, Holmes a justifié la stérilisation forcée de personnes comme Buck en invoquant le droit du gouvernement de vacciner ses citoyens contre leur gré. Il vaut mieux pour le monde entier si, au lieu d'attendre d'exécuter des rejetons dégénérés pour crime, ou de les laisser mourir de faim pour leur imbécilité, la société peut empêcher ceux qui sont manifestement inaptes de poursuivre leur espèce. Le principe qui sous-tend la vaccination obligatoire est suffisamment large pour couvrir l'ablation des trompes de Fallope, a-t-il déclaré avant de conclure de manière infâme, 3 générations d'imbéciles suffisent. Et avec cela, les vannes ont été ouvertes. De nouvelles lois sont promulguées, et les anciennes lois sont révisées pour se conformer à la décision de la Cour suprême. Les stérilisations forcées, qui se déroulaient auparavant de manière secrète et discrète, sont maintenant rapportées avec fierté. Les quelques milliers d'individus stérilisés contre leur gré deviennent des dizaines de milliers. L'ère de l'eugénisme,
rendue possible par les immenses fortunes des Rockefeller et de leurs semblables, est arrivée. Et grâce à un coup de pouce spectaculaire des Rockefeller, elle est sur le point de devenir internationale. À partir de novembre 1922 et de plus en plus tout au long des années 1920, la Fondation Rockefeller a commencé à accorder une série de subventions et de bourses à des scientifiques allemands, équivalent à des millions de dollars d'aujourd'hui. Ces bourses ont transformé l'establishment scientifique allemand, dévasté par la Première Guerre mondiale. L'argent de la Fondation a atterri dans les coffres des instituts Kaiser Wilhelm, une série d'organisations scientifiques comprenant un institut de psychiatrie et un institut d'anthropologie, d'hérédité humaine et d'eugénisme. L'un des principaux bénéficiaires de cette largeur des Rockefeller était Ernst Rudin, chercheur principal à l'Institut Kaiser Wilhelm de psychiatrie et architecte clé du programme eugénique allemand sous le Troisième Reich. Rudin a coédité les règles officielles et le commentaire de la loi sur la prévention de la descendance défectueuse, qui a été adoptée le 14 juillet 1933, moins de 6 mois après la nomination d'Hitler comme chancelier par intérim par le président Paul von Hindenburg. Cette loi, comme celle de Virginie que la Cour suprême a confirmée et qui a conduit à la stérilisation de Carrie Buck et de dizaines de milliers d'autres Américains, s'inspire du modèle de législation sur la stérilisation eugénique de Harry Loughlin. Elle formait des tribunaux de santé génétique qui pouvaient ordonner la stérilisation des déficients dans 8 catégories différentes. Les faibles d'esprit, les schizophrènes, les maniaco-dépressifs, les personnes souffrant de la maladie de Huntington, les épileptiques, les personnes souffrant de malformations héréditaires, les aveugles et les sourds. Les alcooliques, une 9e catégorie, devaient être ajoutés à la liste à titre facultatif, avec une mise en garde contre l'inclusion des ivrognes ordinaires. À la fin de l'année, 62 400 Allemands sont jugés inaptes à la reproduction et stérilisés contre leur gré. En 1945, ce nombre avait atteint 400 000. Dans les années 40, ce programme eugénique s'est étendu à l'euthanasie dans le cadre de l'action T4. Plus de 70 000 enfants, personnes âgées et patients psychiatriques ont ainsi été assassinés par le régime nazi. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le nom d'eugénisme est devenu synonyme de nazisme dans l'esprit du grand public. Les eugénistes, outrés, savaient que leur travail ne pouvait plus se poursuivre sous le nom d'eugénisme. Mais cela ne signifiait pas qu'ils ne pouvaient pas continuer. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, on n'entend plus parler d'eugénisme. Ce que vous entendez, c'est la biologie moléculaire et ces sortes de termes familiers qui ont été développés par la Fondation Rockefeller, qui était l'une des familles principalement en Amérique, qui aidait à financer en Amérique, en Grande-Bretagne, en Allemagne et qui a également financé Hitler à cette époque. Il y a donc de nombreux regroupements entre les personnes qui finançaient réellement le génocide et celles qui avaient des idées sur l'abattage de la population, le contrôle de la population et la stérilisation des personnes. Et ces idées continuent à imprégner la société jusqu'à aujourd'hui. Comme l'a écrit le cofondateur de l'American Eugenic Society, Frederick Osborne, les objectifs eugéniques ont plus de chances d'être atteints sous un autre nom que celui d'eugénisme. Il a donc transféré l'American Eugenic Society dans les bureaux du Population Council de John D. Rockefeller III, dont il est devenu le président en 1957. Depuis des générations, les Rockefeller et leurs collègues pétroliers se considéraient comme les gardiens de la planète, la protégeant de la marée montante des personnes génétiquement inférieures. Ils n'étaient pas prêts à abandonner cette quête. Ils devaient simplement la présenter sous un autre nom. Deuxième partie. Les oligarques du pétrole pour le changement climatique. With all the evidence that we've amassed in our preparations for the Stockholm Conference, including the views of many of the world's leading scientists, I am convinced that the prophets of doom have got to be taken seriously. In other words, doomsday is a possibility. I'm equally convinced that doomsday is not inevitable. Sur le papier, il serait presque impossible de trouver un candidat moins probable comme parrain du mouvement environnemental moderne que Maurice Strong. Issu d'une famille pauvre de la campagne manitobaine, frappée de plein fouet par la Grande Dépression, Maurice Strong a abandonné ses études secondaires et a connu une ascension fulgurante vers les sommets de la richesse et de l'influence politique. Le nombre d'organisations environnementales qu'il a fondées, de conférences qu'il a présidées, de campagnes qu'il a dirigées et de distinctions qu'il a reçues au cours de sa carrière est encore plus remarquable.
organisateur de la conférence de Stockholm sur l'environnement, directeur fondateur du programme des Nations Unies pour l'environnement, secrétaire général du Sommet de la Terre de Rio, fondateur du Conseil de la Terre et du mouvement de la Charte de la Terre, président du World Resource Institute, commissaire de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement, et membre du conseil d'administration d'un éventail ahurissant d'organisations, de l'Institut international du développement durable à l'Institut de l'environnement de Stockholm, en passant par l'Institut afro-américain. Mais ce qui est peut-être le plus remarquable chez Strong, cette figure omniprésente du mouvement environnemental du XXe siècle, c'est son parcours. Un millionnaire de l'Alberta lié à Rockefeller, qui partageait son temps entre les campagnes environnementales et la direction de grandes compagnies pétrolières. Pour comprendre comment cela s'est produit, il faut examiner l'histoire de l'émergence du mouvement environnemental. Dans l'après-guerre, la volonté de contrôler la population a revêtu un nouveau masque, protéger le monde de l'épuisement des ressources, de la pollution et de la catastrophe écologique. Et comme toujours, la famille Rockefeller était là pour fournir les fonds et le soutien organisationnel nécessaire pour orienter ce mouvement naissant vers ses propres objectifs. President Nixon and the United States Congress established the Commission on Population Growth and the American Future. The chairman of this unique commission is John D. Rockefeller III. It was a very broad-ranging mandate. Nobody's had one of this character before. And just from that, this question of quality of life just emerged as the seemingly key issue. But the main finding was that stabilization of some kind is clearly desirable for the country. Yes, we said that it is recognized that population cannot continue to grow indefinitely. Nobody questions that. And we said from our findings, we felt that now the nation should welcome and plan for a stabilized population. Well, the whole question of pollution, environment, and population came very much to the fore in amazingly rapid time. And President Nixon, in July 1969, made a statement to the Congress exclusively on this question. And I'd like to read just 2 sentences from that statement, as I think it's indicative of his concern in regard to the subject and his recognition of its importance here and around the world. He said, "One of the most serious challenges to human destiny in the last third of this century will be the growth of the population. Whether man's response to this challenge will be a cause for pride or for despair in the year 2000 will depend very much on what we do today." Les Rockefeller se sont joints à leurs collègues pétroliers d'outre-Atlantique pour façonner le mouvement environnemental international, notamment les rois britanniques derrière BP et les rois néerlandais derrière Royal Dutch Shell. Julian Huxley, frère d'Aldous Huxley, auteur du Meilleur des mondes et petit-fils de Thomas H. Huxley, le bulldog de Darwin, ont facilité la transition de l'eugénisme au contrôle de la population et à l'environnementalisme. Julian Huxley était un eugéniste convaincu, président de la British Eugenic Society de 1959 à 1962. Mais comme les autres eugénistes de l'après-guerre, il a compris la nécessité de poursuivre les travaux d'eugénisme, aujourd'hui discrédités, sous une autre forme. Directeur fondateur de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, Huxley écrit dans le document fondateur de l'agence qu'il faut trouver des moyens de rendre la cause de l'eugénisme à nouveau politiquement viable. Pour l'instant, il est probable que l'effet indirect de la civilisation soit dysgénique plutôt qu'eugénique. Et de toute façon, il semble probable que le poids mort de la stupidité génétique, de la faiblesse physique, de l'instabilité mentale et de la prédisposition aux maladies, qui existent déjà dans l'espèce humaine, s'avérera un trop lourd fardeau pour que de réels progrès puissent être réalisés. Ainsi, même s'il est tout à fait vrai que toute politique eugénique radicale sera pendant de nombreuses années politiquement et psychologiquement impossible, il sera important pour l'UNESCO de veiller à ce que le problème eugénique soit examiné avec le plus grand soin et que l'esprit du public soit informé des questions en jeu, afin que beaucoup de ce qui est aujourd'hui impensable puisse au moins devenir pensable. Huxley a trouvé le front parfait pour la réintroduction de ces idées eugéniques impensables en 1948, lorsqu'il a utilisé l'UNESCO comme tremplin pour fonder l'Union internationale pour la conservation de la nature, puis à nouveau en 1961, lorsqu'il a utilisé cette agence comme tremplin pour créer le Fonds mondial pour la nature. Aux côtés de Huxley, les cofondateurs du fonds sont non seulement le prince Bernhard des Pays-Bas, fondateur du groupe Bilderberg et ancien employé du conglomérat IG Farben, et le prince Philippe d'Angleterre, mais aussi Godfrey A. Rockefeller de la dynastie Rockefeller. Ensemble, ils se sont engagés à mobiliser l'opinion publique et à éduquer le monde sur la nécessité de la conservation.
Dans les années d'éducation, sur la pression exercée par la population humaine croissante sur les ressources de la Terre, payés par les mêmes oligarques du pétrole qui venaient de passer le siècle dernier à monopoliser l'une des ressources clés du monde, ont conduit, inévitablement, à une conclusion prévisible. Now, for the first time in the history of man, an international movement is underway. The people of the nations and the nations of the world have joined together to find the answers. This building and the world's representatives hold the solution. We've seen what we've done to bring about the destruction of our Earth. Is it not the time now to cure the disease that we ourselves have created? Oui, le remède à la maladie de l'humanité, selon la propagande financée par les Rockefeller, avec John D. Rockefeller III comme commentateur expert, devait être trouvé aux Nations Unies, dont le siège avait été si gracieusement offert par la famille Rockefeller elle-même. Et la première étape vers la découverte de ce remède a été l'organisation de la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm en 1972, la première conférence internationale sur l'environnement au monde. For 11 days in June 1972, Stockholm was a magnet for everyone concerned with the environment. 1,200 official delegates from 113 nations were in Stockholm for the first international conference on the human environment. The meeting, first proposed to the United Nations by Sweden and approved by the General Assembly in 1968, attracted worldwide attention. In 4 short years, the topic of the human environment had gone from the back pages of newspapers to make headlines on page 1. Et qui de mieux qu'un homme du pétrole accompli pour superviser la conférence et jeter les bases institutionnelles de ce mouvement naissant, soutenu par les oligarques du pétrole. The very fact that the conference began with 113 participating countries, with very high-level delegations from those countries, this in itself represented a very significant step forward, because this demonstrated more than anything else the real concern of the majority of countries in the world. Toute sa vie, Maurice Strong a eu l'étrange capacité de se trouver au bon endroit au bon moment et de rencontrer la bonne personne pour gravir les échelons. Né à Oak Lake, à Manitoba, en 1929, et souffrant de la Grande Dépression, le jeune Strong, ambitieux, abandonne l'école à 14 ans et se dirige vers le nord pour chercher du travail. Il se rend à Chesterfield Inlet, où il trouve un emploi d'acheteur de fourrure pour la compagnie de la baie d'Hudson. C'est là qu'il rencontre Wild Bill Richardson, un prospecteur dont la femme, Mary McColl, est issue de la famille derrière McColl Frontenac, l'une des plus grandes sociétés pétrolières du Canada. Donc, Maurice Strong entre dans le grand monde par l'entremise d'un type du nom de Wild Bill Richardson, qui était une sorte de prospecteur marié à une famille pétrolière du nom de McColl, dont la compagnie s'appelait McColl Frontenac. C'était un grand importateur de pétrole du Moyen-Orient qui avait été racheté depuis longtemps par la Texaco Company, par l'intermédiaire d'une maison de courtage appelée Nosbit Thompson. D'une certaine manière, Maurice Strong a été introduit très jeune dans le monde du Big Oil et des ressources. C'est un enfant très intelligent qui a été pris sous l'aile d'un homme du nom de Paul Martin Père, qui était ministre et dont le fils allait devenir le premier ministre du Canada, et qui a été introduit dans le secteur pétrolier par des gens très haut placés, dont David Rockefeller. Par l'intermédiaire des Richardson, Strong établit une série de relations de plus en plus improbables. Il est d'abord présenté au trésorier de toute nouvelle Nations Unies de l'époque, Noah Monod. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Monod ne se contente pas d'assurer à Strong un emploi d'agent de sécurité junior au siège des Nations Unies, il permet au jeune fermier manitobain de vivre avec lui à New York. Et c'est là que Monod présente à Strong le contact le plus important de sa vie, David Rockefeller. À partir de ce moment-là, Strong est un homme accompli. Et à partir de ce moment-là, où que Strong aille, Rockefeller et ses associés étaient là, quelque part en arrière-plan. C'est un vétéran de la Standard Oil, Jack Gallagher, qui a permis à Maurice Strong de percer dans le secteur pétrolier de l'Alberta lorsqu'il a quitté son emploi dans le domaine de la sécurité aux Nations Unies pour revenir au Canada. Et lorsque Maurice Strong a soudainement décidé de quitter son emploi dans le secteur pétrolier, de vendre sa maison et de se rendre en Afrique, il a subvenu à ses besoins en travaillant pour la société Coltex de Rockefeller à Nairobi. Lorsqu'il quitte cet emploi en 1954 et crée sa propre entreprise au Canada, il engage Henry Bruni, un ami proche de John J. McCloy, associé de Rockefeller, pour la diriger et nomme 2 représentants de la Standard Oil of New Jersey à son conseil d'administration. À la fin de la vingtaine, il dirigeait sa propre entreprise et était déjà millionnaire.
Comme il le fera tout au long de sa vie, Maurice Strong tire pleinement parti de ses relations et de ses opportunités. Après avoir été choisi pour organiser la conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm, il est nommé administrateur de la Fondation Rockefeller, qui finance alors son bureau pour le sommet de Stockholm et fournit à son équipe Barbara Ward, membre de la Fondation Carnegie, et René Dubos, écologiste de la Fondation Rockefeller. Maurice Strong leur a demandé d'écrire Only One Earth, un texte fondateur dans le domaine du développement durable, qui est largement vanté par les mondialistes comme étant le meilleur moyen d'atteindre les objectifs de développement durable. Le sommet de Stockholm de 1972 est toujours considéré comme un moment décisif dans l'histoire du mouvement environnemental moderne. Il a conduit non seulement aux premiers plans d'action environnementaux administrés par le gouvernement en Europe, mais aussi à la création d'une toute nouvelle bureaucratie des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE. Naturellement, les Nations Unies ont nommé Maurice Strong comme premier directeur du PNUE. Peu de temps après, Strong poursuit sa double vie en retournant directement dans le secteur pétrolier. L'Est du Canada est particulièrement touché par l'embargo pétrolier de l'OPEP et c'est pourquoi le premier ministre de l'époque, Pierre Trudeau, crée Petro-Canada, la Société pétrolière nationale du Canada. Et qui a-t-il nommé comme premier président de la société? Nul autre que l'écologiste en croisade soutenu par Rockefeller, Maurice Strong. Quittant ce poste en 1978, Strong a poursuivi une série de nominations à peine croyables au sein du gouvernement, du secteur privé et sur la scène internationale, allant de président de la Corporation de développement des investissements du Canada à président de AZL Resources Incorporated, en passant par la direction du programme d'aide aux victimes de la famine des Nations Unies en Afrique. En 1987, Maurice Strong a aidé à organiser une autre conférence sur l'environnement, beaucoup moins connue mais non moins remarquable que le sommet de Stockholm. Baptisé 4e Congrès mondial sur la nature, la réunion s'est tenue à Denver, dans le Colorado, et a rassemblé Maurice Strong, David Rockefeller, Edmond de Rothschild, le secrétaire au Trésor de l'époque, James Baker, et un groupe d'autres pétroliers, banquiers, acteurs du pouvoir à Washington et mondialistes, apparemment pour parler d'environnement. Ce dont ils ont discuté en réalité était bien plus incroyable. Je suggère donc que cela soit appliqué non pas par un processus démocratique. Cela prendrait trop de temps et exigerait beaucoup trop de fonds pour éduquer la chair à canon, malheureusement, qui peuple la Terre. Il faut utiliser un programme quasi élitiste. Nous pouvons voir au-delà de nos ventres gonflés et regarder vers l'avenir, dans des délais et dans des résultats qui sont difficiles à comprendre ou qui, avec honnêteté intellectuelle, ne peuvent pas être réduits à une sorte de définition simpliste. Ce sont les mots de David Lang, un banquier de Montréal qui a pris la parole lors de la conférence. Et pour Lang, les Rockefeller, les Rothschild et les autres banquiers et oligarques du pétrole réunis à la Réunion, la population générale est de la chair à canon qui, malheureusement, peuple la Terre. Cet aveu candide, qui résume parfaitement les idées eugéniques au cœur du mouvement mondial de protection de l'environnement financé par les oligarques du pétrole eux-mêmes, a été enregistré par George Hunt, un homme d'affaires de Boulder, dans le Colorado, qui s'était porté volontaire pour assister à la conférence en tant que citoyen concerné et qui est devenu horrifié par ce dont il avait été témoin. Il a publié ses propres enregistrements de la conférence au début des années 1990 afin de mettre en garde le public contre ce groupe et ses objectifs ultimes. L'enregistrement de Hunt a saisi le moment où Maurice Strong a présenté le baron Edmond de Rothschild, dont le cousin du père avait vendu les champs pétrolifères azerbaïdjanais des Rothschild à la Royal Dutch Shell en 1911, comme un pionnier du mouvement environnemental et un fondateur du concept de banque de la conservation. Et l'une des plus importantes initiatives qui est ouverte ici à votre considération est celle du programme de la Banque de conservation. Comme nous l'avons mentionné ce matin, nous avons comme président, heureusement, la personne qui est vraiment la source de ce concept très important. Il était l'un des fiduciaires de la Fondation internationale de la nature sauvage qui a parrainé cette réunion. Il a été au premier de ces congrès. Sa conversion aux relations entre conservation et développement économique a été un travail pionnier. Donc, il n'y a pas de meilleure personne. Il incarne, dans sa propre vie, cette synthèse positive entre la préservation de l'environnement d'une part et l'économie de l'autre. Et je suis simplement ravi d'avoir cette opportunité de vous présenter Edmond de Rothschild. Maurice, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Et je demanderai au public de prendre avec des pincettes tout ce qu'il a dit sur moi.
La réunion a atteint certains objectifs importants pour les oligarques du pétrole. Elle a conduit à la création de zones de nature sauvage, de vastes étendues de terrains naturels dont le public pouvait être largement exclu. Ces zones devraient être désignées et supervisées par l'IUCN, le même organisme que le président de la British Eugenic Society, Julian Huxley, a utilisé pour créer le World Wildlife Fund. Un autre objectif important de la conférence était la proposition de Rothschild pour la création d'une banque mondiale de la conservation qui fonctionnerait à un niveau supranational et coordonnerait le financement des projets de développement dans le monde entier. Les rencontres maintenant du nouveau concept d'un programme de banque internationale de conservation impliquent tous les secteurs de la communauté humaine, agences gouvernementales et intergouvernementales, les organismes publics et privés, les grandes fondations caritatives, ainsi que les individus ordinaires dans le monde entier. En réfléchissant à la manière d'atteindre le grand public, toutes les entités sociales à travers le monde, à mettre de côté, espérons-le, exempts d'impôts, une partie de leurs bénéfices pour financer notre protection de l'environnement. Mesdames et messieurs, chaque pays a ses propres problèmes, ses peuples autochtones et sa faune. La Banque de conservation internationale ne doit connaître aucune frontière, aucune limite. Cette Banque mondiale de la conservation a été présentée et finalement réalisée lors de la prochaine grande conférence de Maurice Strong, celle qui devait servir de couronnement à sa carrière improbable de croisée de l'environnement, et qui reste encore aujourd'hui l'une des pierres de touche du mouvement environnemental, le sommet de la Terre de 1992 à Rio de Janeiro. In June 1992, the world met in Rio to discuss the fate of planet Earth. In this largest summit and very first Earth summit ever held, representatives from 166 countries, 130 heads of state, and 15,000 non-governmental organizations came together with the hopes of deciding specific agreements that would balance environmental preservation with economic needs. And my gratitude to Secretary General Maurice Strong for his tireless work in bringing this Earth Summit together. This is truly an historic gathering. There are those who say that economic growth and environmental protection cannot be compatible. The world is our garden, and together we must cultivate it. This week at Rio, we have made a start. Beyond Rio, we must continue to carry it through. We cannot be complacent unless the agreements reached here are accompanied by real commitments to significant change. Change, of course, indeed, for the human species. In my view, Your Excellencies, we simply are headed for a moment in the 21st century where the condition of our species may become terminal. Aussi utile que le 4e congrès mondial sur la nature sauvage ait été pour faire avancer le programme de Maurice Strong et des oligarques du pétrole, il ne faisait que préparer le terrain pour le sommet de la Terre de Rio. Au sommet de la Terre, Edmond de Rothschild a obtenu sa Banque mondiale de la conservation. Baptisée Fonds pour l'environnement mondial et lancée lors du sommet lui-même, elle sert de mécanisme de financement pour 5 conventions différentes des Nations Unies et fournit des milliards de dollars de financement à des projets environnementaux et de développement dans le monde entier. Ces 18 partenaires de mise en œuvre comprennent l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, financée par les Rockefeller, l'Union internationale pour la conservation de la nature, fondée par Huxley, le Programme des Nations Unies pour l'environnement, créé par Maurice Strong, et le Fonds mondial pour la nature, fondé par le prince Bernhard, le prince Philippe et Godfrey Rockefeller. L'une des spécialités du Fonds pour l'environnement mondial est l'échange d'aide contre nature, qui consiste à alléger la dette des pays du tiers-monde en échange de l'ouverture de leurs terres à des projets de développement environnemental. Ces projets s'accompagnent de coûts de transaction pouvant atteindre 5%, payés aux entrepreneurs qui gèrent et dirigent les investissements, et non aux habitants, qui, comme les aborigènes de l'île de Palawan, sont chassés de leurs terres et effectivement rayés de la carte. Le sommet de la Terre a également donné naissance à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'organe auquel le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat remet ses rapports. Généralement considérés comme des organismes neutres et non gouvernementaux qui ne s'appuient que sur la science et les preuves, la UNFCCC et le GIEC sont contraints par les conditions que Maurice Strong leur a imposées de ne livrer qu'une seule conclusion. L'humanité est responsable du changement climatique. Lorsqu'ils ont créé le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
Maurice Strong, dont nous devrions beaucoup parler, a rédigé les termes de référence. Et le premier terme de référence était la définition du changement climatique. Et il l'a limité délibérément aux seules causes humaines du changement climatique. Bien sûr, cela a limité toutes les causes naturelles et la variabilité naturelle, ce qui explique pourquoi il ne se penche pas sur des choses comme le soleil et tout un tas d'autres questions. Il a ensuite limité encore plus dans un autre mandat. Il a divisé en 3 groupes de travail. Il y avait le groupe technique, le groupe de travail 1, qui a rédigé le rapport scientifique et qui comptait 600 des 2500 personnes. Les 1500 autres personnes faisaient partie du groupe de travail 2 et 3. Ils étaient sans importance, car ils devaient accepter les conclusions du groupe de travail 1, qui étaient déjà limitées par leurs termes de référence. Quelles que soient leurs conclusions, les groupes de travail 2 et 3 ont alors dit « Ok, vous nous dites que le climat va se réchauffer. Nous l'acceptons comme un fait. » C'est là que vous entendez toutes ces histoires de fonte des glaces, d'élévation du niveau de la mer, etc. Donc, en réalité, la majorité du rapport de 1900 scientifiques accepte sans discussion les conclusions du premier groupe. La majorité du rapport de 1900 scientifiques accepte donc sans conteste les conclusions du premier groupe. Maintenant, Strong restreint encore plus la portée de ce rapport, car ils ont ensuite déclaré « Ce rapport ne doit pas être utilisé pour la politique. » Mais ils ont ensuite créé le résumé pour les décideurs, ce qui est une contradiction absolue. Le résumé à l'intention des décideurs est rédigé par un groupe complètement distinct et il est indépendant du rapport scientifique. Le rapport scientifique est terminé et mis de côté. Le résumé pour les décideurs politiques est rédigé et distribué aux médias, mais les règles, les termes de référence que Strong a définis, stipulent que le résumé pour les décideurs politiques retourne aux personnes chargées du rapport scientifique et leur dit de s'assurer que leur rapport scientifique est en accord avec ce que nous avons mis dans le résumé. Un autre produit du sommet de la Terre de Rio a été la Charte de la Terre, un document quasi religieux que Mikhail Gorbatchev, qui a participé à la rédaction du texte avec Maurice Strong, a qualifié de remplacement des 10 commandements et qui visait à inaugurer une ère de culte de Gaïa et de responsabilité mondiale, déclarant que des changements fondamentaux sont nécessaires dans nos valeurs, nos institutions et nos modes de vie. Le document conseille ensuite de créer un mode de responsabilité partagée envers la communauté de la Terre, avant de conclure « Afin de construire une communauté mondiale durable, les nations du monde doivent renouveler leur engagement envers les Nations Unies, remplir les obligations en vertu des accords internationaux existants et soutenir la mise en œuvre des principes de la Charte de la Terre avec un instrument international juridiquement contraignant sur l'environnement et le développement. » La Charte de la Terre est l'un des produits dérivés du premier sommet de la Terre. J'ai publié la Charte de la Terre dans l'annexe de mon livre, Technocracy Rising, The Trojan Horse of Global Transformation, juste pour que les gens puissent voir de leurs propres yeux ce qu'elle dit. C'était un document qui était comme un pacte avec le monde. C'était un document très religieux et humaniste, qui tentait d'unifier le monde en un seul concept de mondialisation. C'était un document très précis qui a été signé. L'histoire remonte à avant cela, mais il a finalement été signé parce que presque toutes les nations aux Nations Unies et le principal auteur de la Charte de la Terre était Stephen Rockefeller. Et donc, les Rockefeller ont compris très tôt que non, ce n'est pas seulement le système économique, et ce n'est pas nécessairement le système de contrôle politique. Nous devons aussi prendre en compte une croyance religieuse que nous pouvons utiliser pour faire croire aux gens que ce que nous faisons est pour leur bien. Ce à quoi les oligarques du pétrole travaillaient depuis des décennies, et ce qu'ils ont réalisé à Rio en 1992, c'est l'achèvement de la transformation de la philosophie eugénique, qui est passée d'un discours sur la stérilisation des faibles d'esprit à une compréhension populaire de l'humanité comme un cancer qu'il faut éliminer pour que la Terre vive. Désormais, le devoir était de réduire l'empreinte carbone et de diminuer la population au nom du sauvetage de la planète. Mais enveloppé dans ce nouveau vocabulaire et accompagné d'une campagne publicitaire tendance, omniprésente et bien financée, le résultat final ressemblait remarquablement à l'eugénisme d'autrefois.
A new study from Lund University in Sweden says the single best way to cut your carbon footprint, assuming you want to, is simply to refuse to reproduce. Deleting some humans from existence, they say, saves far more carbon than, I don't know, being a vegetarian, riding a bike to work, not boarding an airplane. There is a study that says, well, actually, if we reduced global fertility by half a child per woman, that you could maybe do that. It would go a long way. It would reduce like a big chunk, a fifth to a quarter of all carbon emissions needed to avoid that tipping point. So should we have policies that penalize people for having extra kids in the developed world? So I do think that we should at least consider it. Well, at least consider it is like, do it. In the push to reduce global warming, children, according to some, are the new culprits. A think tank in the UK says too many kids are what's making the planet worse, saying large families, anything over 2 children really, should be frowned upon as an environmental no-no. Et sans que le public ne s'en aperçoive, les oligarques du pétrole ont pu s'envelopper dans ce nouveau drapeau pour apparaître non pas comme les descendants milliardaires de l'industrie pétrolière qui ont fait fortune en pillant la terre et en s'accaparant ses richesses, mais comme des écologistes en croisade qui vont sauver la planète de la chair à canon, peuple malheureusement la terre. The negative impact of population growth on all of our planetary ecosystems is becoming appallingly evident. So we have been members of the IPCC. We have authored many of their papers. We have peer-reviewed all their papers. So we have been engaged in the understanding and the evolution of our understanding of climate change for decades. At Saudi Aramco, we strive to continually reduce the environmental impact of our operations, from oil well to consumer, and our support for the Oil and Gas Climate Initiative that strives to be a catalyst for practical action on climate change through collaboration on technology and best practices. We have a common reason. We care about environment. We think that together we can do better. We have the competencies, we have the strength, we have the tools to do good things in this field. Technology that will be developed through this investment fund of $1 billion will help us in the long term to reduce emissions. We want to build an ecosystem of innovation on this issue, working together. Putting our forces together, we can bring pragmatic and concrete solutions. Et même aujourd'hui, les masses indignées par le carnage causé par Big Oil sont satisfaites de voir cette indignation dirigée par les mêmes oligarques du pétrole auxquels elles cherchent à s'opposer. Ces mêmes oligarques du pétrole qui financent et soutiennent discrètement leur mouvement environnemental dans les coulisses, et le dirigent même de l'avant. La famille Rockefeller a fait les gros titres en se désinvestissant complètement du pétrole en 2016. The Rockefellers, heir to an oil fortune that made the family name a symbol of American wealth, believe they're doing their namesake proud by getting out of oil. Fund director Stephen Hines spoke reverently of oil tycoon John D. Rockefeller in a statement. We are quite convinced that if he were alive today as an astute businessman looking out to the future, he would be moving out of fossil fuels and investing in clean, renewable energy. David de Rothschild est l'un des leaders photogéniques du mouvement environnemental. Surnommé Plastic Jesus pour ses cascades publicitaires et ses séances de photos en se faisant passer pour un écologiste inquiet, David de Rothschild, un descendant de la famille bancaire milliardaire qui a accru sa fortune grâce à ses avoirs dans les champs pétrolifères d'Azerbaïdjan et qui investit toujours dans le pétrole par le biais d'entreprises comme Genie Energy, passe maintenant son temps à faire des conférences au public sur la façon dont leur mode de vie tue les ours polaires. We have to start spending money, fast on the solutions that we have in hand to try and help these countries which are already seeing the effects of climate change today and seeing the effects of our consumption, basically. Le prince Charles ne mâche pas ses mots sur le sujet du réchauffement climatique, avertissant ses fidèles sujets que s'ils ne serrent pas la ceinture et ne vivent pas plus humblement, ils provoqueront la fin du monde. Ladies and gentlemen, the battle against climate change is surely the most defining and pivotal challenge of our times. We cannot ignore the symptoms and should act now to restore the health of the planet before it is too late. This, of course, will require an unprecedented transformation of our communities, societies and lifestyles, all predicated on the move to a low-carbon and circular economy. Les bases ont été posées pour ce que ces oligarques du pétrole appellent l'ère post-carbone. Il ne s'agit plus du pétrole. Il n'en a jamais été question. Il s'agit du contrôle. Troisième partie. L'agenda, la technocratie.
Now, to this complete cycle for the world, to give you a time scale on that, bear in mind that started in 1857. And so here's where we were about 3 or 4 years ago. This was proved reserves in here, which would add up to about here. And the estimated peak would occur about 1995, and we go into the decline. That middle 80% again is a spread from the 60s, the late 60s, up till a little over 20, beyond 2020, are computed out here about 56 years. That assumes an orderly evolution. That says that a child born, say, within the last 10 years, will probably see the world consume most of its oil if he lives a normal life. In his lifetime. Aujourd'hui, Marion King Hubbert est toujours connu comme le chercheur de Shell Oil qui s'est fait connaître dans les années 1950 pour avoir prédit que les États-Unis atteindraient leur pic de production du pétrole en 1970 et que la quasi-totalité des réserves de pétrole de la planète serait épuisée en 2020. Cette théorie du pic pétrolier, encore parfois appelée le pic de Hubbert, était, comme tout ce qui est généré par Big Oil, un mensonge bien ficelé, conçu pour habituer le marché à une pénurie artificielle et maintenir ainsi les prix du pétrole élevés. La prédiction de Hubbert ne reposait sur aucune donnée empirique provenant du champ pétrolifère, mais s'appuyait sur les suppositions erronées de Hubbert concernant les réserves du pétrole restantes et utilisait un outil heuristique pour modéliser la production. Comme l'a reconnu des années plus tard Kenneth D. Fayes, protégé de Hubbert et collègue de Shell Oil, les méthodes numériques que Hubbert a utilisées pour faire sa prédiction ne sont pas claires comme de l'eau de roche. Aujourd'hui, 44 ans plus tard, je pense que Hubbert, comme tout le monde, est d'abord arrivé à sa conclusion, puis a cherché des données brutes et des méthodes pour étayer sa conclusion. Peu avant sa mort en 1989, Hubbert a lui-même admis que lorsqu'il avait montré son article sur le pic pétrolier au directeur général de Shell avant de le présenter à ses collègues, le directeur lui avait dit de ne pas exagérer avec ses estimations des réserves de pétrole, en pointant spécifiquement L.G. Weeks, un géophysicien rival qui avait estimé que les réserves étaient beaucoup plus élevées, et donc que la menace imminente de sous-approvisionnement et la nécessité de prix élevés du pétrole étaient beaucoup plus faibles. Mais bien que l'on se souvienne aujourd'hui de Hubbert presque exclusivement pour sa thèse sur le pic pétrolier, il était en fait impliqué dans un projet beaucoup plus vaste, qui a duré toute une vie, en aidant à codifier et à incorporer un mouvement qui, tout comme l'eugénisme, était extrêmement populaire il y a près d'un siècle, est tombé en disgrâce dans la société polie, et se poursuit pourtant aujourd'hui sous d'autres noms. Ce mouvement s'appelait technocratie. Hello, I'm Arvid Peterson, and this is the first of a two-part presentation on technocracy, an alternative social system. These programs are not intended to entertain or amuse you, nor are they meant to scare you. We are making a new approach. It is not political, financial, philosophical, legal, religious, or moral. It is a technological approach. Technocracy is the scientific answer to America's social problems. And technocracy is a new design for social operation that is based upon science. It is the vehicle by which we can move into a new era for better living. La technocratie s'est présentée comme un mouvement social, une philosophie, une solution scientifique aux problèmes politiques et économiques, et une nouvelle façon d'ordonner le monde. Mais à la base, c'est l'idée d'un nouvel ordre économique international, conçu et géré dans les moindres détails par une poignée de personnes, les technocrates. La technocratie a été définie très succinctement en 1938 par leur propre publication, The Technocrats Magazine. Ils l'appellent un système de société d'ingénierie scientifique. Ils se voyaient comme une fusion entre les sciences dures et les sciences sociales, ce qui est vraiment un oxymore. La science sociale n'est pas vraiment une science à mon avis, mais ils y croyaient. Ils pensaient donc pouvoir appliquer à la société la méthode scientifique qu'ils utilisent dans les sciences dures. Ils croyaient également qu'ils étaient les seuls à pouvoir diriger correctement la société. Suite à l'arrivée de la technologie qui a changé le tissu social, ils ont détesté les politiciens. Ils ont détesté l'établissement, l'organisation de la société telle qu'elle est parce qu'elle n'était pas efficace. Elle n'était pas basée sur la conservation, si vous voulez, pour conserver les ressources. Ils ont donc pris sur eux de définir le modèle économique qui remplacerait le capitalisme et la libre entreprise. Et c'est exactement ce qu'il a été, un remplacement du système économique.
S'inspirant de l'appel d'Henri Saint-Simon en faveur d'un système socialiste organisé de manière scientifique, du positivisme et de l'humanisme séculaire d'Auguste Comte, ainsi que des principes de gestion scientifique proposés par Frédéric Taylor, le mouvement technocratique a émergé du même environnement de progressisme, de positivisme et de darwinisme social qui a donné naissance à l'eugénisme. De même que les eugénistes croyaient que la race humaine pouvait être améliorée par une reproduction sélective contrôlée et administrée par un petit groupe de scientifiques et leurs bailleurs de fonds milliardaires, de même les technocrates croyaient qu'ils pouvaient améliorer les conditions sociales et économiques de l'humanité en contrôlant et en administrant la société. Et, heureusement pour les oligarques du pétrole, les technocrates allaient améliorer le monde en remplaçant l'argent par des certificats d'énergie. Dirigé par l'excentrique économique et sociologue révolutionnaire Thorstein Veblen, le mouvement technocratique qui s'est formé autour de la New School for Social Research et de la Technical Alliance de Veblen a attiré aussi bien des ingénieurs et des chercheurs sérieux comme King Hubbert et Buckminster Fuller que des excentriques comme Howard Scott. Scott, un homme mystérieux aux origines incertaines, s'est établi à New York à la fin de la Première Guerre mondiale et a été considéré comme un ingénieur bohème. En 1920, il travaille pour les Wobblies en tant que directeur de recherche et l'année suivante, il fonde la Technical Alliance, un groupe d'ingénieurs et de scientifiques centrés sur l'Université de Columbia et qui, en tant que précurseur du mouvement de la technocratie, plaide pour une société dirigée par des scientifiques et des ingénieurs. En 1932, le charismatique et beau parleur Scott réussit à se lier à Walter Rothenstrock, professeur à Columbia et fondateur du département d'ingénierie industrielle de l'université. Ayant un intérêt commun pour la technocratie, les deux hommes deviennent amis et alliés. C'est par l'intermédiaire de Rothenstrock que Scott a pu demander au président de Columbia, Nicholas Murray Butler, la permission d'utiliser les installations de l'université. Butler, toujours à l'affût de ce qui se fait de mieux en matière de progressisme, est séduit par les idées technocratiques, et bientôt, le Committee on Technocracy de Scott fonctionne dans le sous-sol de Hamilton Hall. Lorsque Butler a laissé entendre que la prochaine grande idée était en train d'être élaborée dans les sous-sols de son université, la technocratie a fait sensation. La presse en fait l'éloge, Scott devient un conférencier recherché, et il y a même une danse qui porte le nom du mouvement. C'est à Columbia que Scott a rencontré King Hubbert, et les deux, couple improbable de chercheurs sérieux et de révolutionnaires excentriques, se sont immédiatement entendus. Leur séjour à Columbia était sur le point de s'achever brutalement, mais leur association allait durer des décennies et donner naissance à des idées qui allaient finir par transformer le monde. La technocratie a vraiment été reconnue quand il était à Columbia. Nous en reparlerons dans une minute. Ils n'y sont pas restés très longtemps, car il s'est avéré que l'un des promoteurs de la technocratie, Howard Scott, était un imposteur. Il était en quelque sorte le principal porte-parole du mouvement et il a gonflé son curriculum vitae, comme tant de gens le font aujourd'hui, malheureusement. Il a gonflé et il a essentiellement menti sur son passé et son parcours éducatif. Et ils ont tous supposé qu'il avait un diplôme d'ingénieur avancé ou autre et qu'il connaissait tous les mots à la mode. Mais un journaliste malin a fait des recherches sur lui et a dit « Je ne trouve pas où ce type a été diplômé ». Et quand Columbia a découvert que le type était un imposteur, ils ont réalisé que, l'ego de Butler a été impliqué et il a dit « Mec, ces gens se sont joués de moi ». Et donc, il les a tous virés. Juste, boum, il les a jetés dehors. Il a dit « Sortez de mon bâtiment ». Et ils sont tous partis et se sont dispersés. Les technocrates qui restaient à Columbia, et il y en avait plusieurs qui étaient professeurs à Columbia à l'époque, ont simplement fermé leurs lèvres, se sont tus, sont retournés au travail, se sont dit « Je veux garder mon travail. Je vais juste ne plus jamais mentionner la technocratie ». Cela ne voulait pas dire qu'ils avaient cessé d'y croire, mais ils n'en ont pas parlé pendant très, très longtemps à Columbia. Disgracié, expulsé de Columbia, et avec le comité de la technocratie dissous presque aussi vite qu'il s'était formé, Scott s'est retrouvé au plus bas, sans le sou et avec une vieille dette qu'il a rattrapée. Il n'avait qu'une seule personne sur laquelle il pouvait compter, King Hubbert. Hubbert a laissé Scott vivre dans son appartement de Greenwich Village et a payé de sa poche pour déposer les articles de constitution de Technocracy Inc., une nouvelle organisation de membres qui appliquerait les principes de la technocratie. La première étape, bien sûr, était de définir précisément ce qu'étaient ces principes. Hubbert s'est mis au travail en rédigeant le cours d'études de la technocratie, la Bible du mouvement de la technocratie. Il y expose la vision d'une abondance de richesses physiques à l'échelle continentale, à l'usage de tous les citoyens continentaux, qui, prévient-il, ne peut être accompli que par un contrôle technologique continental, une gouvernance de la fonction, une technate.
Le système technocratique devait être structuré autour d'un nouveau paradigme monétaire, basé non pas sur des dollars et des centimes, mais sur des certificats d'énergie représentant les dépenses énergétiques nettes de la nation. Ces certificats seraient libellés en joules et émis sur la base d'un budget énergétique net, jugé approprié par les scientifiques de l'État technocratique. Les citoyens recevraient une part égale des certificats de la nation et feraient leurs achats avec ceux-ci. Et les informations sur ces achats seraient relayées à l'organisme central de planification pour analyse. Grâce à cette méthode, les technocrates pourraient, selon les termes d'un partisan, créer une charge thermodynamiquement équilibrée de production et de consommation, supprimant ainsi le chômage, la dette et l'injustice sociale. Dans le cours d'études sur la technocratie, Hubbert, en bon technocrate, a exposé les conditions exactes qui devaient être réunies pour que cette vision se concrétise. Selon lui, la technocratie nécessiterait que toute la consommation d'énergie et toutes les dépenses de consommation de la nation soient calculées et enregistrées de manière continue et instantanée. Un inventaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de toute la production et de la consommation, un registre complet de tous les produits disponibles à la vente, où ils ont été produits, combien d'énergie a été dépensée pour leur production et où et quand ils ont été vendus. Et enfin, un enregistrement spécifique de la consommation de chaque individu, plus un enregistrement et une description de l'individu. La vision de Hubbert n'était pas seulement celle d'une société totalitaire dans laquelle chaque détail de chaque interaction était enregistré et rapporté à une autorité centrale, mais pour les années 1930, le concept de registre continuellement et instantanément mis à jour de chaque bien dans l'économie n'était pas seulement audacieux, mais à la limite de la folie. Néanmoins, après avoir souffert de la Grande Dépression, le peuple américain était prêt à écouter toutes les idées pour remplacer le système actuel, qui avait si manifestement échoué, même les plus farfelus. Technocracy Inc. a attiré des adeptes, qui se comptaient par dizaines de milliers plus tard dans la décennie. Mais les manières excentriques de Scott, qui obligeaient ses membres à le saluer en public et prononcer des discours radiophoniques décousus, ont finalement conduit à la longue et lente perte de pertinence du mouvement. Hubbert n'a jamais rejeté le concept de technocratie, mais lorsqu'il a rejoint Shell en tant que chercheur, il a démissionné de son poste au conseil d'administration de Technocracy Inc. et a évité de mentionner directement l'organisation. Les technocrates avaient esquissé les contours d'une société complètement ordonnée et contrôlée, une société dans laquelle l'énergie est la mesure fondamentale de la valeur et où toute consommation et production est méticuleusement analysée par une autorité centrale. Technocracy Inc. existe encore aujourd'hui, mais le langage et la pensée des technocrates ont, comme l'eugénisme, subi une métamorphose. Et tout comme l'eugénisme, le nom a peut-être sombré dans l'obscurité, mais l'idée perdure entre les mains des oligarques du pétrole. Would you live in a greener lifestyle if you could make money from it? That may be possible if a government proposal for personal carbon emissions allowances is implemented under the scheme. Everyone in the UK would be allocated an annual carbon allowance. Stored electronically, rather like a supermarket loyalty card, points would be deducted every time we buy or use non-renewable energy. For example, using electricity to power appliances in the home. Or travelling somewhere by plane. Or even buying petrol for your car on the forecourt. Now, any points left over could then be sold back to a central bank. Are you still with us? And people who need more, like motorists who had used their allocations, could then pay for a top-up. Rationnement carbone, commerce du carbone, taxe sur le carbone, plafonnement et échange. De même que les technocrates d'antan envisageaient un nouvel ordre économique basé sur l'énergie et régi par les dictats des scientifiques et des ingénieurs, de même cette forme moderne de technocratie envisage un ordre économique dans lequel l'énergie est budgétisée, tarifée et échangée par des groupes intergouvernementaux de scientifiques et la caste politique qui se développe autour de ces institutions. The Environmental Protection Agency is not a frivolous agency. It is created to, yes, to regulate carbon dioxide emissions. And I have been saying to the West Virginia Coal Association, which for the most part doesn't believe in climate science. They don't believe there's a climate problem. And I have been saying to them for a number of years that that's wrong. In my judgment, the science is true. The science is unequivocally true. And that there is a price to carbon in their future. I said this a couple of months ago. There's a price to carbon in their future. But I believe that the cap-and-trade approach is the essential first step, partly because it is the only basis upon which we can envision a truly global agreement, because it's very difficult to imagine a harmonized global tax.
A carbon tax or any other way of putting a carbon price is actually, from an economic point of view, the most effective and efficient way to do this. Okay, you can regulate and you can do, all kinds of things, but nothing is as strong a market signal to the private sector as a carbon price, whether that be a carbon tax or whether it be a cap and trade, which is what California is doing, or any of the other measures that ultimately give you a carbon price. But that is the simplest, cleanest, most powerful signal. So if that's possible, I'm with you. Ces mesures sont vendues au public comme un moyen de pénaliser les grands intérêts pétroliers qui ont passé le siècle dernier à monopoliser les ressources clés du monde et à piller la terre dans la poursuite du profit. Ce qu'ils ne comprennent pas, parce que cela a été délibérément occulté, c'est que ce sont ces mêmes intérêts qui ont contribué à la création de ces régimes en premier lieu. It's my understanding that back in 1997, when you were vice president, Enron's CEO, Ken Lay, was involved in discussions with you at the White House about helping develop this type of policy, this trading scheme. And, is that accurate? Is it inaccurate? It's been reported. I don't know, but I met with Ken Lay, as lots of people did, before anybody knew that he was a crook. Right, and clearly you can see why so many of us are concerned about this type of cap-and-trade energy tax that would be literally turning over this country's energy economy. I didn't know him well enough to call him Kenny Boy. Well, but you knew him well enough to help devise this trading scheme. Au début des années 1990, Enron, la société texane de commerce d'énergie disgracieuse qui s'est avérée être une fraude totale, a été le fer de lance du programme de plafonnement et d'échange de 20 milliards de dollars de l'EPA pour le dioxyde de soufre, devenant rapidement le plus grand négociant sur le marché. Dans la foulée, la société, dirigée par Ken Lay, a commencé à faire pression sur l'administration Clinton et en particulier sur le vice-président Al Gore pour créer un marché similaire pour le dioxyde de carbone, contribuant généreusement à des groupes environnementaux tels que Nature Conservancy, dont le Climate Change Project plaidait en faveur de restriction des émissions de carbone. Enron a ensuite engagé Christopher Horner, ancien membre du personnel de la commission de l'environnement du sénateur Joe Lieberman, pour faire pression en faveur d'un traité international qui limiterait les émissions et permettrait l'échange de droits d'émission. Ils ont été rejoints dans cette quête par Goldman Sachs, la tristement célèbre banque d'investissement de Wall Street, connue aujourd'hui pour la porte tournante entre la firme et le Trésor américain, qui a aidé à établir le Chicago Climate Exchange comme première plateforme nord-américaine d'échange de droits d'émission. En 2004, Al Gore, qui a passé les 2 dernières décennies à faire pression pour la création d'un marché du carbone, a fondé Generation Investment Management, un partenariat de gestion des investissements qui vend des compensations de carbone, avec David Blood, le PDG de Goldman Sachs Asset Management, qui a quitté son poste chez Goldman pour se lancer dans des affaires avec Gore. À la fin de la décennie, Gore était déjà considéré comme un candidat pour devenir le premier milliardaire du carbone au monde. Gore lui-même est un oligarque du pétrole. Son père, Al Gore Sr., était un ami proche d'Armand Hammer, le magnat du pétrole à l'origine d'Occidental Petroleum. Après avoir perdu une course au Sénat en 1970, le père de Gore est allé travailler pour Hammer chez Occidental pour $500 000 par an. Au cours de sa carrière, Gore père a accumulé des centaines de milliers de dollars d'actions Occidental qui sont tombées entre les mains de l'exécuteur testamentaire au moment de sa mort, nul autre que son fils, Al Gore. Le lien avec Occidental ne s'arrête pas là. Découvrant du minerai de zinc sur leur domaine du Tennessee, Hammer a acheté les terres des Gore et leur a revendu avec une revendication sur les droits miniers, assortie d'un paiement annuel de $20 000, qui est également revenu à Gore après la mort de son père. En 2013, Gore a gagné $100 millions du gouvernement qatari sur la vente de son entreprise Current TV et a ensuite été surpris lorsque les journalistes étaient plus intéressés à discuter de son argent du pétrole que de son nouveau livre sur la cause du réchauffement climatique. Mais l'histoire de Gore n'est qu'un exemple d'un phénomène plus vaste. En 2006, le United States Climate Action Partnership a été créé pour lancer un appel à l'action afin de réduire les émissions de carbone. Il a rédigé le Blueprint for Legislative Action, qui est devenu la base de la loi américaine sur l'énergie propre et la sécurité, visant à créer un régime d'échange de droits d'émission sur le modèle du système d'échange des droits d'émission de l'Union européenne. Et les membres du partenariat américain pour l'action climatique, le gratin de la pétro-oligarchie, dont BP, ConocoPhillips et General Motors. Les taxes sur le carbone et le commerce du carbone se sont avérées difficiles à vendre à un public de plus en plus méfiant. Mais avec l'accord de Paris en 2015, le monde a fait le plus grand pas vers cet avenir technocratique de contrôle de l'énergie et de rationnement du carbone. Il n'est donc pas surprenant que le sommet lui-même ait été sponsorisé et soutenu par les grandes compagnies pétrolières. What's your position and what message would you send to the president?
Well, we have been clear in our support of the climate agreement in Paris. We were part of the Oil and Gas Climate Initiative, which is 10 of the big companies in the world who are working towards projects and technologies that are needed. I think we all want to know how the formula will work, but I think the concept of Paris needs to stay in everybody's mind on the issues of we've got to transition the world to a lower carbon forms of energy. I have no doubt it will happen. Yes, I think that what happened in Paris is very, very important. And Mr. Ban Ki-moon underlined that yesterday, that is important not only for the planet, not only for us citizens, not only for our children, it is important for the business. Mais l'utilisation de l'énergie comme nouvelle métrique de la valeur pour l'économie post-carbone n'est qu'un élément de la vision néo-technocratique. Lorsque Hubert a rédigé son cours d'études sur la technocratie, il a clairement indiqué que la technocratie ne pouvait se concrétiser sans une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de toute l'utilisation de l'énergie et un flux continu de données sur tous les biens produits et consommés par la société. Mais alors que dans les années 1930, un tel système devait sembler être un délire, aujourd'hui, il est déjà mis en œuvre. By now, you may have heard the term Internet of Things. Sounds interesting, but what does the Internet of Things actually mean? IoT is an evolution of mobile, home, and embedded applications that are being connected to the Internet, integrating greater compute capabilities and using data analytics to extract meaningful information. Billions of devices will be connected to the Internet, and soon, hundreds of billions of devices. As related devices connect with each other, they can become an intelligent system of systems. And when these intelligent devices and systems of systems share data over the cloud and analyze it, they can transform our businesses, our lives, and our world in countless ways. Why create a smart city? Well, smart cities are more responsive to citizens, and they help reduce environmental impact. They're more cost-effective, and they're safer. Smart cities make people happier and more connected to their community. Cities are becoming increasingly instrumented. Sensors that enable the capture of all sorts of data are being integrated across city systems, providing critical information on city activity and operations. Sensors on a bridge transmit data on its physical condition. A camera on a freeway relays traffic flow. And digital meters record water and energy usage in real time. Mobile and social channels enable local governments and citizens to communicate with each other, creating yet another source of useful data. Advanced analytics can now readily identify trends and patterns within these massive amounts of data. Information can be integrated, gathered and shared via dashboards, visualizations, and alerts to facilitate understanding and collaboration across systems, agencies, and groups. This department store in Bundang has introduced a new way to shop. With its smart shopper system, customers pick up a small scanner and tag the items they want to buy. It eliminates the hassle of having to carry heavy items in a shopping basket, not to mention the hassle of having to get them home. After you pay for the items at an automated kiosk, the goods are delivered right to your home. Before, I had to wait in long lines at the checkout, but now I can use the Smart Shopper system to pay. It's really quite convenient. Aside from their convenience to shoppers, the system also helps stores gather data about their customers' shopping habits. The smart home communicates with the grid and enables consumers to manage their electricity usage. By measuring a home's electricity consumption more frequently through a smart meter, utilities can provide their customer with much better information to manage their electricity bills. Inside the smart home, a home area network, or HAN, connects smart appliances, thermostats, and other electric devices to an energy management system. With the smart meters, they'll be able to tell exactly what's going on in your home at down to the microsecond, based upon 24/7 communication with all of your appliances, which will also in the future, if this goes through fully and if there's not a public backlash, all of your appliances will need to have a wireless transmitter on them, and they'll need to be certified under some smart program. So this means that not only, just stepping aside from one moment to the health issue, this means that not only is your smart meter emitting on average of 13,000 microwave pulses per day, but every one of your appliances is going to be doing the same thing because it will be needed to be communicating with the smart meter itself. So that is a serious concern. We'll get into that a little bit later. But as far as the privacy issue, just diving right in, the current CIA director, David Petraeus, was quoted as saying, "We're going to use smart appliances to spy on you."
And it's almost like, and he was later down in the article, and it's very just putting it out there. It's kind of like, it's getting to a point now, James, I'm sure you're seeing this, is like, it's just getting more and more in your face. And it's kind of like this collective force of the controllers, and they're kind of saying, this is what we're going to do, and what are you going to do about it? So they're almost challenging us in a sort of, schoolhouse bully sort of way. What are you going to do about it? Une fois encore, on nous demande de croire que les entreprises qui déploient ces technologies de manière coordonnée le font dans l'intérêt du public, que cette technologie va aider à sauver la Terre. Et une fois de plus, nous sommes dupés. L'agenda technocratique n'a pas pour but de sauver la Terre. Il ne s'agit pas d'aider le public. Il ne s'agit même pas de faire de l'argent. Il s'agit de contrôler complètement tous les aspects de notre vie quotidienne. Il y a deux niveaux. La façon dont je vois la technocratie, c'est qu'il y a deux niveaux qui fonctionnent en même temps. Il y a le côté opérationnel, qui concerne des choses comme les réseaux intelligents. Il y a le côté opérationnel qui concerne des choses comme le réseau intelligent, les innovations technocratiques, la surveillance et d'autres sujets brûlants pour la technocratie. Ce sont des questions opérationnelles. D'un point de vue stratégique, qui est celui des personnes du type de Rockefeller, c'est une vision différente de ce vers quoi on se dirige. Au niveau opérationnel, on se dirige vers une dictature scientifique. Et il n'est plus nécessaire d'être un visionnaire pour le comprendre. Vous n'avez pas besoin, c'est là. Mais sur une base stratégique, ce qui se passe, c'est qu'il y a un accaparement massif des ressources sur toute la planète. Et quand je parle d'accaparement des ressources, vous devez vous mettre à la place des Rockefeller, des banquiers et des Rothschild ou autres, et vous dire « Que faites-vous quand l'argent vient à manquer? Que faites-vous? Quand vous aspirez toute la valeur que vous pouvez des systèmes monétaires que vous avez créés, que reste-t-il? Eh bien, vous et moi, nous ne pensons pas à ce genre de choses, parce que nous n'avons pas tant d'argent que ça. Mais ces gens au sommet, surtout les banquiers, je suis sûr qu'ils restent éveillés la nuit en pensant « Qu'y a-t-il après l'argent? Qu'est-ce qui vient après l'argent ?» La famille Rockefeller en particulier a toujours été une famille qui utilise beaucoup de ressources. C'est pour cela que le pétrole a été créé en premier lieu. C'était une ressource, et ils ont compris que l'énergie serait le facteur le plus important dans le monde par rapport à tous les autres types de ressources. Ils l'ont compris. C'est pourquoi ils voulaient créer un monopole sur l'énergie. Aujourd'hui, comme l'argent a été asséché, la seule chose qui reste à faire est de s'emparer des ressources elles-mêmes. Et c'est ce qu'est le développement durable. Il s'agit de retirer les ressources du monde à vous et à moi, aux entreprises privées qui ne font pas partie de la clique, si vous voulez, et les placer dans un fonds commun mondial qui sera géré par elles à leur profit. Ce n'est rien d'autre qu'un néo-féodalisme, où les ressources appartiennent à quelques-uns et où tous les autres peuvent les exploiter à leur gré et à leur discrétion. Les technocrates et les fonctionnaires de ce programme, comme Hubert et ses collègues de Technocracy Inc., ont lancé cette idée parce qu'ils croyaient que les technocrates et les ingénieurs seraient capables de résoudre les problèmes du monde. Mais les oligarques du pétrole et les banquiers qui ont financé leurs idées l'ont fait parce que cela les aiderait à devenir les dirigeants d'un système si parfaitement conçu qu'aucune ressource, aucune marchandise, aucune personne n'échapperait à leur contrôle. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, cette vision technocratique se concrétise. Et elle est soutenue par un public qui croit que l'avenir post-carbone représente la fin de l'oligarchie pétrolière. Il ne pourrait pas avoir plus tort. Conclusion. Le pétrole. Il n'a jamais été question du pétrole. Il s'agissait de contrôle. Le contrôle de l'énergie, de la production et de la consommation. Le contrôle des ressources mondiales. Du contrôle de la population. Le contrôle de l'humanité elle-même. Tout ce que l'élite met en avant n'est rien de plus qu'un prétexte pour ce qu'elle recherche depuis le début. Ainsi, comme je l'explique dans Tragédie et Espoir 101, j'aborde le concept de l'élite qui cherche à dominer toutes les parties habitables du monde
et qui ne veut pas s'en assurer pour pouvoir ensuite se le faire retirer. Ils trouvent donc des prétextes qu'ils peuvent vendre à la fois au public et à la classe administrative pour justifier ce qu'ils essayent de faire, ce qu'ils doivent faire. Qu'il s'agisse de l'hystérie du réchauffement climatique, de la technocratie, de l'agenda 2030 ou de l'eugénisme, il y a un point commun à tout cela. Et ce point commun est le désir de consolider et d'exercer un pouvoir coercitif. Dans le cas de l'eugénisme, il s'agit du désir de consolider et d'exercer le pouvoir ultime, c'est-à-dire le pouvoir de décider qui va vivre ou mourir, qui sera autorisé à exister dans le patrimoine génétique à partir de maintenant. Le tableau est sombre, et d'autant plus sombre que tant de gens ont été dupés en croyant que l'agenda ultime des oligarques du pétrole, un agenda de contrôle technocratique, de micro-gestion de nos vies quotidiennes, et finalement d'élimination de la chair à canon du patrimoine génétique, est en fait dans leur propre intérêt. Les oligarques du pétrole, cachés derrière leur écran de fumée de développement durable et d'économie post-carbone, sont plus près que jamais d'atteindre leur véritable objectif, de contrôle total. Mais si le peuple périt par manque de connaissance de cet agenda, alors la compréhension est le premier pas vers la solution. Il est difficile de combattre un ennemi que l'on ne connaît pas ou que l'on ne voit pas. À mon avis, le plus gros problème du monde actuel est que les gens n'ont aucune visibilité sur cette question. Ils ont tellement bien couvert leurs traces que personne ne peut les voir. Comment pouvez-vous combattre un ennemi que vous ne connaissez pas? Je pense que le célèbre général chinois Sun Tzu a soulevé cette question il y a des centaines d'années. On ne peut pas combattre un ennemi que l'on ne connaît pas. Il faut d'abord reconnaître qui est l'ennemi. Eh bien, Big Oil a conquis le monde parce que l'objectif est la monopolisation de toutes les ressources de la planète, et pour atteindre cet objectif, vous devez monopoliser les aspects énergétiques des gens sur la planète. Mais vous devez également contrôler la nourriture, l'énergie réelle pour les êtres humains dont vous voulez contrôler l'énergie. Si vous contrôlez ces deux aspects, la révolution verte et la révolution génétique, alors vous êtes en mesure de contrôler la planète entière, toutes les ressources qu'elle contient, et d'éteindre la liberté pour le reste de l'histoire. Donc, comment Big Oil a conquis le monde a déjà été fait dans un film. La raison pour laquelle Big Oil a conquis le monde a à voir avec la complexité du contrôle des populations, pas pour l'argent, car ce sont des gens qui impriment de l'argent à partir de rien et nous le font payer. Il s'agit donc d'une étude du pouvoir. Alors, pourquoi voulait-il nous faire ça à nous autres? Parce qu'il le pouvait et parce que nous étions tolérants jusqu'à présent et que nous n'avons pas résisté suffisamment pour que cela s'arrête. C'est donc là que nous nous trouvons aujourd'hui, s'informer sur l'histoire afin de pouvoir tracer notre route dans le futur, pour tracer une route et arriver à un endroit qui ressemble à la liberté cognitive, la liberté physique et la justice pour tous. Big Oil, Big Pharma, le génie génétique, la révolution verte, le mouvement environnemental, l'eugénisme, la technocratie. Pas une personne sur 1000 ne peut détailler le développement historique de ces idées, ni les personnes et l'agenda qui les relient. Mais si vous avez regardé ce documentaire, vous êtes maintenant cette personne sur 1000. La question est, qu'allez-vous faire de cette information? Alors que la quête de contrôle total des oligarques du pétrole apparaît au grand jour, il est difficile de se rappeler que tout a commencé il y a un siècle et demi avec Devil Bill Rockefeller, un vendeur d'huile de serpent à 2 balles, toujours en fuite devant le dernier groupe qu'il a réussi à escroquer. D'une certaine manière, rien n'a changé, si ce n'est l'ampleur de l'escroquerie et le nombre de clients qui sont tombés dans le panneau. Mais maintenant que vous connaissez l'huile de serpent qui est donnée en pâture au public, la seule question qui compte vraiment est la suivante. Allez-vous la boire? Un grand merci à James Corbett pour le travail remarquable derrière ce documentaire. Si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille de la visionner afin de mieux comprendre la construction de l'Empire du pétrole. Vous avez dans la description un lien vers le transcript, avec toutes les sources afin de pouvoir vérifier. Merci à tous d'avoir visionné en entier ce documentaire, primordial pour mener à bien notre lutte.
Parlez-en autour de vous, partagez-le, téléchargez-le et diffusez-le. Un grand merci également à tous ceux qui me font ponctuellement et régulièrement des dons, ce qui me permet de continuer à traduire des vidéos tous les jours. Prenez soin de vous et à bientôt.